Le Décaméron, 7e journée, nouvelle première. L'oraison contre les revenants ou la tête d'âne. Il y eut autrefois à Florence, dans la rue Saint-Brancas, un fameux cardeur de laine nommé Jean le Lorrain, homme beaucoup plus heureux que sage, puisque malgré sa bêtise et sa grande simplicité, il était souvent nommé prévôt de tous les cardeurs du quartier Saint-Marie, la Nouvelle, lequel était alors obligé d'aller tenir chez lui leur assemblée. Il eut, outre cela, d'autres honneurs dans son corps, ce qui lui inspira tant de vanité qu'il se croyait de beaucoup au-dessus des autres hommes. Comme il n'était pas mal à son aise pour un homme de son état, il donnait souvent à dîner au père de Sainte-Marie la Nouvelle, et faisait présent à l'un d'une culotte, à l'autre d'un capuchon, à celui-ci d'une soutane, à celui-là de quelques mouchoirs. Les bons moines lui enseignaient sans récompense force bonnes oraisons, et lui donnaient tantôt le Pater Noster en langue vulgaire, tantôt le cantique de saint Alexis. Une autre fois les discours de saint Bernard, l'hymne de sainte Mathilde, et plusieurs autres choses de cette nature, qu'il conservait précieusement pour le salut de son âme. Ce bonhomme avait une femme belle et charmante, nommée Tess, fille de Manuccio de Curculia, aussi prudente et aussi leurrée que son mari l'était peu. Elle n'ignorait pas sa supériorité sur lui à cet égard, et la commère se proposait d'en tirer parti dans l'occasion. L'esprit est un bon meuble. La nature ne nous l'a donné que pour nous en servir. Aussi s'en servit-elle. Devenue amoureuse de Frédéric de Neri-Pegolotti, beau garçon qui la guettait depuis longtemps et qui par conséquent ne l'aimait pas moins, elle lui fit dire par sa servante d'aller la trouver à une maison de campagne nommée Camerata, qu'elle possédait près de Florence, où elle avait coutume de passer l'été et où son mari allait quelquefois souper ou coucher avec elle pour s'en retourner le lendemain à sa boutique. Frédéric, qui ne désirait autre chose que de pouvoir joindre la belle, ne manqua pas de se trouver au rendez-vous. Il alla la voir le soir même, et comme le mari n'y vint point ce jour-là, le galant soupa tranquillement et coucha avec sa maîtresse, qui, comme on peut le croire, n'employa pas toute sa nuit à dormir. Elle lui apprit, le tenant serré entre ses bras, une demi-douzaine des oraisons de son mari. Ces heureux amants se trouvèrent trop bien des plaisirs de cette nuit pour ne pas prendre des mesures pour les goûter aussi souvent qu'ils le pourraient sans danger. Il fut donc décidé, avant de se séparer, que pour épargner à la servante la peine de l'aller chercher, Frédéric irait tous les jours à une maison de campagne qu'il avait au-delà de celle de sa maîtresse, par où il passait pour y aller, et qu'en allant ou revenant, il aurait soin de jeter un coup d'œil sur le coin d'une vigne voisine de la maison, où il verrait une tête d'âne sur la pointe d'un gros échalas, que lorsque le museau de cette tête serait tourné du côté de la ville, ce serait signe que le mari serait absent et qu'il ne tiendrait qu'à lui d'occuper sa place cette nuit, et que dans le cas que la porte se trouvât fermée, il frapperait 3 coups, après lesquels il n'attendrait pas longtemps sans qu'on lui ouvrît, mais que si le museau était tourné du côté de Fiesole, cela voudrait dire que maître Jacques était dans la maison et qu'il ne devait pas y entrer. Par le moyen de cet arrangement, la belle et le galant passèrent plusieurs nuits ensemble, sans avoir besoin de commissionnaire pour s'avertir et sans crainte d'être surpris. Mais un soir que Frédéric devait aller souper avec la dame qui l'attendait avec 2 bons poulets rôtis, il arriva que maître Jean, qui ne comptait pas pouvoir ce soir-là se rendre auprès de sa femme, y alla pourtant, et trop tard contre sa coutume. Tess fut fort fâchée de sa visite. Pour l'en punir, elle ne lui servit à souper qu'un morceau de lard bouilli. Les 2 chapons, plusieurs œufs frais et une bouteille de bon vin
furent enveloppés par son ordre dans une serviette bien propre et portés par sa confidente dans un jardin où l'on pouvait entrer sans passer par la maison. « Tu poseras tout cela, lui dit-elle, au pied du péché où nous avons soupé plusieurs fois. » Mais la précipitation avec laquelle cela fut fait pour en dérober la connaissance au mari, jointe à la mauvaise humeur qu'elle avait déjà, fut cause qu'elle oublia de dire à la fille d'attendre Frédéric pour le renvoyer après lui avoir fait emporter le souper. Quand le mari et la femme eurent tristement mangé leur morceau de lard, ils se couchèrent, et la servante aussi. À peine furent-ils dans le lit, que voilà le galant qui arrive et qui frappe doucement à la porte. Le mari l'entend d'abord, et la belle encore mieux. Mais pour ne point donner des soupçons au cocu, elle fit semblant de dormir. Frédéric heurte une seconde fois. Jean, étonné, pousse sa femme et lui dit « Entends-tu, Tess, quelqu'un frappe à la porte ?» « Hélas, répondit-elle, je ne suis pas surprise. C'est un revenant, un esprit qui me fait une peur terrible depuis plusieurs nuits. Tellement qu'aussitôt que je l'entends, je fourre ma tête dans les draps et n'ose me lever qu'il ne soit grand jour. Rassure-toi, ma femme, si c'est un esprit, il ne nous fera pas de mal. J'ai dit en me montant au lit le Te Lucis et l'Intermirata. De plus, j'ai fait le signe de la croix aux quatre coins du lit. Ah, si quelque pouvoir qu'il ait, nous n'avons pas à craindre qu'il nous nuise en aucune façon. » La belle, peu contente d'avoir donné le change au bonhomme, craignant que son amant ne la soupçonnât de n'être pas à lui seul, résolut de se lever et de lui faire entendre qu'elle était avec son mari. Dans cette idée, elle dit à Jean « Vous avez raison et vous aussi de quoi, ne me rassure pas beaucoup, s'il faut vous parler net. Oh, je ne serai tranquille qu'après que nous l'aurons conjuré. » « Mais comment le conjurer ?» répondit le bonnet de Marie. « Ne t'inquiète pas de cela, répliqua-t-elle. J'allais l'autre jour gagner mes indulgences à Fiesole, et une sainte religieuse à qui je fis part de ma peur m'enseigna une raison infaillible pour conjurer et chasser à jamais les esprits et les revenants. Elle en a fait l'expérience et s'en est bien trouvée. J'aurais déjà éprouvé sa recette, mais je n'ai pas osé, parce que j'étais seul. Mais maintenant que tu es avec moi, levons-nous, si tu m'en crois, et allons le conjurer, avant qu'il se retire de lui-même, afin qu'il ne revienne plus. » Jean y consentit. Ils se lèvent donc et vont à la porte où Frédéric, plein d'impatience et de jalousie, commençait à soupçonner la fidélité de sa maîtresse. Tout en y allant, Tess dit à son mari de cracher au moment qu'elle l'avertirait. Ce bonhomme le lui promit. Et quand il fut auprès de la porte, elle commença son oraison, disant « Esprit, esprit, qui court ainsi la nuit, tu es venu ici, la queue droite, retourne-t'en de même. Tu trouveras au jardin, au pied du gros péché, 2 bons poulets, quantité d'œufs de vageline et une bouteille de vin. Prends ce qu'il te faudra, et retire-toi sans faire aucun bruit, ni à moi ni à Jean, mon mari, qui est ici. » Après ces paroles, elle dit à Jean de cracher, et Jean cracha. Frédéric, qui entendait tout cela, fut bientôt au fait. Ses soupçons se dissipèrent, et malgré la mauvaise humeur que lui causait ce fâcheux contretemps, il eut bien de la peine de s'empêcher de rire quand il entendit cracher le mari par ordre de sa femme. Il disait alors en lui-même « Puisse-t-il cracher les dents ?» La conjuration ayant été répétée par 3 fois, les conjurateurs retournèrent au lit. Frédéric, qui comptait souper avec sa maîtresse, et qui avait si bien saisi le sens de l'oraison, courut au jardin et emporta chez lui les poulets, les œufs frais et le vin, et soupa de fort bon appétit.
Il ne tarda pas à revoir sa chère amante et rit beaucoup avec elle de l'enchantement. Il est des gens qui prétendent que madame Tess n'avait pas manqué de retourner le museau de la tête d'âne du côté de Fiesole, mais qu'un paysan, passant par la vigne, s'était amusé à faire plusieurs tours avec son bâton et que le museau était resté retourné du côté de Florence. C'est ce qui trompa Frédéric. Aussi ces mêmes gens assurent-ils que la dame avait dit l'oraison de la manière que voici. Esprit, esprit, retire-toi et ne m'en veux point. Ce n'est pas moi qui ai tourné la tête de l'âne. Que Dieu punisse celui qui l'a fait. Je suis ici avec Jean, mon mari. Et qu'ainsi Frédéric s'en était retourné chez lui sans souper. Mais une femme fort âgée, qui a été longtemps voisine de la femme de Cardan, m'a dit que l'une et l'autre circonstance sont également conformes à la vérité. Selon qu'elle l'avait Louis raconté dans sa tendre jeunesse, mais que la dernière façon ne regardait pas l'histoire de Jean le Lorrain, mais bien celle du Jean de Nesle, à qui il était arrivé une pareille aventure. Celui-ci, comme vous pouvez l'avoir ouï dire, demeurait à la porte Saint-Pierre, et n'était ni moins simple ni moins crédule que le premier. Ainsi, on peut choisir entre ces deux oraisons, celle qui plaira le plus ou les adopter toutes deux, si on le juge à propos. On vient de voir qu'elles ont une grande vertu. Les dames peuvent en faire usage dans l'occasion.